Et si la domination économique des États-Unis touchait à sa fin? Et si les nouveaux tarifs douaniers déclenchèrent la prochaine vague d'inflation mondiale, sans que vous soyez prêts? Depuis début 2025, les marchés traversent une zone d'incertitude intense. Mais nous avons analysé pour vous les 10 grandes perspectives économiques des plus grands gérants d'actifs au monde. Ce podcast, animé par 2IA et supervisé par un ancien gérant de portefeuille senior, vous livre en 9 minutes l'essentiel pour comprendre, anticiper et vous repositionner intelligemment. Abonnez-vous, partagez et écoutez l'épisode complet maintenant pour garder une longueur d'avance. Bienvenue à ceux. Le monde économique, politique bouge très très vite en ce moment. On a les tarifs douaniers, les politiques monétaires qui divergent, les alliances qui se redessinent. Bref, depuis début 2025, c'est clair, les marchés naviguent dans une sacrée zone d'incertitude. Aujourd'hui, l'idée, c'est de plonger dans les toutes dernières analyses, les rapports stratégiques, les notes d'investissement, pour essayer d'y voir plus clair sur ce second semestre 2025. On va vraiment extraire l'essentiel, histoire de comprendre où l'on va et comment s'y préparer. Alors, on commence par où? Les US peut-être? Oui, très bien. Commençons par les États-Unis. Alors, le moteur américain, il ralentit un peu, clairement. On anticipe une croissance, disons, autour de 1,6% pour 2025. C'est quand même loin des quasi 3% qu'on a connus. C'est surtout, en fait, la demande privée qui faiblit. Et ça, c'est en partie lié à ces fameux tarifs douaniers qui commencent à peser. On parle d'un taux effectif qui pourrait s'approcher des 15%. 15%? Ah oui, quand même. Voire plus, pour certains produits chinois, on évoque 30-40%, donc ça freine la croissance, c'est sûr. Ça ajoute aussi un peu d'inflation. Et risque de récession avec tout ça? Probablement pas. Enfin, c'est pas le scénario central. Les ménages américains, faut voir, ils restent quand même assez solides financièrement, le patrimoine est élevé, la dette privée est relativement faible. Mais ça freine, oui. Côté budget, il y a cette grosse loi, l'OBA, Oui. qui prolonge certaines baisses d'impôts de 2017, augmente la déduction SOLT, pousse les dépenses de défense, mais réduit certaines dépenses médicales. Le hic, c'est que ça risque de creuser le déficit fédéral. On parle de 3 à 5 billions de dollars supplémentaires sur 10 ans. Oula, et ça a des implications sur quoi? Les taux? Exactement, sur le financement de la dette et donc potentiellement sur les rendements obligataires longs. Pour la Fed, pour l'instant, c'est le statu quo. Mais le marché, lui, il anticipe quand même 100 points de base d'assouplissement. Peut-être une reprise des baisses en septembre. Et le dollar dans tout ça, son fameux exceptionnalisme. Justement, il semble un peu s'éroder. Le dollar paraît surévalué. Et avec une croissance américaine moins forte par rapport aux autres, des taux US qui pourraient baisser, et puis, bon, c'est une question budgétaire, les investisseurs pourraient réévaluer son statut de valeur refuge. Donc, on s'attend plutôt à une faiblesse du dollar. Pour les actions US, les valorisations sont élevées, surtout les très grosses capitalisations technologiques, d'où l'importance vraiment de diversifier au niveau mondial. Les US pèsent plus de 64% du MSCI CUIAS, c'est énorme. D'accord, très clair pour les US. Et si on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, l'Europe, comment elle encaisse ces tarifs américains? Alors, l'impact direct semble assez limité. On parle d'environ 3% du PIB européen. C'est gérable. Mais ce qui est intéressant, c'est la réponse européenne. On voit émerger des politiques plus pro-croissance. L'Allemagne, par exemple, a suspendu son fameux frein à la dette pour investir. Défense, infrastructure, c'est autour de 2,5% du PIB en 2024. Le chancelier Merz a même parlé d'un écho au « quoi qu'il en coûte ». Ça pourrait avoir des effets multiplicateurs positifs, soutenir la consommation. Et la BCE, elle suit le mouvement? Elle a déjà commencé à baisser ses taux. Elle a fait une pause en juin, mais on s'attend à au moins une baisse supplémentaire d'ici la fin de l'année. Donc il y a quand même des opportunités d'investissement en Europe. Potentiel global est peut-être un peu moins élevé qu'aux US ou dans les émergents. Il y a de la valeur sur les actions de qualité, par exemple les dividendes suisses. Il y a des thèmes porteurs, la défense européenne, l'autonomie stratégique. Et puis, l'intégration plus poussée du marché unique, ça peut aussi renforcer l'attrait de l'euro à terme. Un mot rapide sur le Royaume-Uni. La Banque d'Angleterre devrait aussi baisser ses taux, mais là-bas, l'équation budget-inflation est plus complexe. Un peu comme aux US ou au Japon, donc risque de taux longs plus élevés là aussi. D'accord. Et justement, le Japon, on parlait d'un élan positif, ça continue? Oui, globalement, ça continue. Les réformes de gouvernance d'entreprise, l'inflation et la consommation qui s'améliorent doucement, tout ça porte ses fruits. Le risque principal pour le Japon, c'est vraiment sa sensibilité aux tarifs américains. Donc, ils ont une forte motivation pour négocier. Les actions à haut dividende restent intéressantes là-bas. Ok. Reste un acteur majeur? La Chine,
Quelle est la dynamique? Alors la Chine, Pékin met le paquet pour soutenir l'économie. Face aux tensions commerciales, mais aussi aux défis internes comme la dette, l'immobilier, le budget 2025 est plus accommodant, il soutient la conso, la high-tech, il y a eu ce programme de reprise d'appareils, des obligations d'État à très longue durée, et on a vu quelques bonnes surprises comme les ventes d'automobiles ou l'activité pendant la Golden Week. Sur la tech et l'IA, ils contestent de plus en plus la domination américaine, avec des valorisations bien plus attractives et un fort soutien politique. Malgré les tensions, la volonté politique est là pour soutenir la croissance et les actions. Le yuan, lui, devrait rester stable, histoire de ne pas envenimer les choses. Compris. Bon, si on zoome un peu sur les prochains mois, quels sont les événements clés à avoir à l'œil? Aux États-Unis, il faudra suivre la finalisation de cette loi budgétaire OBA, prévue pour la fin de l'été. Au Brésil, la Banque centrale a fini de monter ses taux. On pourrait voir un assouplissement début 2026 si le budget tient. Le Mexique, lui, a déjà commencé à baisser ses taux. En Chine, une fois les dépenses budgétaires actuelles passées, une baisse des taux au second semestre est possible. Mais attention, ça pourrait aussi révéler des faiblesses, comme la déflation ou l'immobilier. Et puis le pétrole. L'offre de l'OPEP+ revient assez vite sur le marché, donc on pourrait voir les prix baisser un peu au second semestre. D'accord. Et si on devait lister, disons, les 3 plus gros risques pour les investisseurs sur cette deuxième partie de l'année? Alors, premier risque, sans doute, c'est cette incertitude ambiante. La réorganisation mondiale, la politique américaine, les tarifs, tout ça maintient une volatilité élevée. Deuxième point, la politique budgétaire américaine et la dette. Ce déficit qui gonfle, et il y a quand même 8 billions de dollars d'obligations qui arrivent à échéance d'ici fin 2027. Ça met une pression sur les rendements du Trésor US. Troisième risque, je dirais, c'est le duo inflation et taux. Les tarifs, ça peut créer une inflation ponctuelle. Si elle persiste, ça retarde les baisses de la Fed et on retrouve ce risque de taux long élevé, aux US, mais aussi au UK ou au Japon. J'ajouterais peut-être la faiblesse du dollar comme quatrième point. Si elle persiste, ça peut entraîner des réallocations hors des US et ajouter de la pression sur les taux US. Et bien sûr, cinquièmement, les risques géopolitiques et commerciaux restent présents. L'imprévisibilité est forte, que ce soit Iran-Israël, Russie-Ukraine ou l'incertitude sur les tarifs. Ça pèse sur la croissance mondiale, même si on évite peut-être une récession globale. Ok, c'est un paysage complexe. Face à tout ça, concrètement, on fait quoi? Quelle est la boussole pour les investisseurs? Le maître mot, j'insiste là-dessus, c'est la diversification géographique. C'est crucial. Il faut aussi maintenir des liquidités. Détenir de l'or, d'ailleurs, les banques centrales en achètent beaucoup comme couverture géopolitique, et penser aux actifs alternatifs. Hedge funds, crédits privés, immobilier, infrastructures. Pour les actions, les rendements attendus sont sans doute plus modestes. Il faut augmenter progressivement l'exposition mondiale, de manière diversifiée, peut-être en couvrant le risque de change, et privilégier les secteurs plus domestiques. Les thèmes porteurs restent l'IA, sous toutes ses formes, l'énergie et les ressources tirées par la demande de l'IA et des véhicules électriques, et la longévité, pharma, medtech, bien-être. Et pour la partie revenus? Là, on regarde les obligations de bonne qualité, investment grade, les stratégies de fixed income diversifiées, comme le crédit privé, et certaines actions à revenus. Le portage carry sur le yen ou le yuan, si on couvre le change, peut aussi être intéressant. Donc l'approche générale, c'est d'être proactif, discipliné. Exactement. Investir par phase, ce qu'on appelle le DCA, Dollar Cost Averaging, rééquilibrer régulièrement son portefeuille pour naviguer dans cette période et saisir les opportunités quand elles se présentent. Parfait. Bon, pour récapituler rapidement, on a fait un tour des régions clés, des événements à suivre, des risques majeurs. Le message principal, si je résume, malgré toute cette incertitude, comprendre les grandes tendances et surtout appliquer des stratégies disciplinées et bien diversifiées, c'est vraiment essentiel. Tout à fait. Et peut-être une dernière pensée, une question à laisser mûrir. Si cette domination historique du dollar est vraiment fondamentalement remise en question, à quoi pourrait ressembler le nouveau paysage mondial des monnaies de réserve après 2025? Et surtout, quelles nouvelles opportunités cela pourrait créer pour ceux qui sont prêts à s'adapter à ce qui pourrait être un changement assez profond? Voilà une excellente question pour terminer, ça donne à réfléchir. Merci beaucoup pour cette analyse très complète et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez curieux, informés et continuez de creuser. Merci d'avoir suivi ce décryptage stratégique du second semestre 2025. On a passé en revue la croissance, les risques, les politiques économiques et les opportunités concrètes pour vos portefeuilles. Si cet épisode vous a été utile, pensez à liker, à partager autour de vous et surtout, à vous abonner. Chaque semaine, des synthèses claires,
des analyses fiables et des clés pour investir dans un monde en mutation.